Bienvenue dans cette balado-diffusion en forme d'RDS. Hey, je m'améliore à chaque fois avec Valérie Ben Sardan et oui, Greg Langto. C'est incroyable. incroyable, Un bravo jour, on va pour cette belle finir par faire introduction. un one-take. Ben oui, on va faire un one-take avec ça, Val. Un jour, je vais réussir à l'enregistrer, puis ça va être notre voix pour des années et des années à venir. Comment ça va, Val? Ça va super bien. Je suis bien contente aujourd'hui de recevoir donc Hugo Hull sur la balado parce qu'on a plein de Ben questions oui. pour lui. On l'a vraiment suivi tout au long des dernières semaines. Alors, bienvenue Hugo sur cette balado en forme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça fait plaisir d'être là avec vous. Tu es toujours, toi, du côté de l'Europe, évidemment, parce que depuis le Tour de France. Est-ce que tu restes là toujours ou c'est vraiment à cause du Tour de France, tu es allé là-bas plus tôt pour t'entraîner et tout ça? Est-ce que tu es là de façon permanente? Comment ça fonctionne pour toi? Oui, maintenant, le métier oblige. Je suis à temps plein en Europe là, depuis pratiquement 7-8 ans maintenant. C'est tout nouveau cette année, j'ai déménagé. Je suis présentement à Monaco en permanence. Ma copine est avec moi ici, puis elle a trouvé du travail. Donc, c'est la première année qu'on est vraiment installé à 100% en Europe. À l'habitude, à cette période-ci, j'en profitais pour revenir au Québec, là, mais cette année, avec tout ce qui se passe en plus, on a choisi de Mhm. rester ici. C'est Le plus, pire plus endroit que simple. Monaco, hein? Non, Mais c'est est-ce certain, mais puis, ça dépend. En confinement, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais on s'organise. On n'est pas misérable. est-ce que tu as croisé Félix Auger-Aliassime, le joueur de tennis, parce que lui aussi est rendu du côté de Monaco pour son entraînement? Non, malheureusement, à un an, le hasard nous a pas fait se rencontrer à l'épicerie. Donc, j'ai jamais Peut-être. croisé. On croise plusieurs athlètes là, au quotidien, là, mais lui, particulièrement, non, pas encore. Ben écoute, de toute façon, Hugo, comme tu sais, en venant du Québec, on est à la fin du mois d'octobre, donc le mercure commence à descendre et le mois de novembre s'installe, donc t'es pas obligé de revenir. Écoute, tu peux attendre encore quelques mois et rester en Europe. On te jalouse un petit peu, ça c'est sûr. Oui, ben, les On premiers va le flocons de compter. neige sont tombés tantôt sur Montréal, là, juste pour te donner une petite idée, là. Donc, ça s'en vient lentement, mais sûrement, on va être au froid dans très bientôt. Alors, profite donc de tes. Toi, c'est pas chaud, chaud, chaud non plus, mais quand même un petit peu plus chaud qu'ici. Profites-en bien. Et écoute, on veut te parler de plein de choses. Tu es membre de l'équipe Astana depuis 2018. Écoute, 3 fois champion du Canada du contre-la-montre des moins de 23 ans. Tu as un palmarès impressionnant de victoires à ton actif. Tu as toute une carrière jusqu'à présent. On a toutes sortes d'angles qu'on veut aborder avec toi, autant l'entraînement, la nutrition. Ton entraîneur aussi, je sais que notre collègue Audrey Lemieux, que tu connais bien, a écrit un article d'ailleurs. C'est un sujet que je veux aborder un petit peu plus tard avec toi ou qu'on veut aborder avec toi plutôt. Mais quand tu étais jeune, écoute, tu es passé du triathlon au cyclisme. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé le vélo plus qu'autre chose? Comment ça s'est passé ton cheminement là, étant plus jeune? Bah, en fait, ça s'est fait tout naturellement. Effectivement, commencer en triathlon avec mon frère parce que j'avais un petit surplus d'énergie à l'école. Donc, mes parents cherchaient un moyen de canaliser cette énergie-là. Après, au fil des années en triathlon, bon, j'étais pas mauvais, mais je voyais que j'étais moins rapide à la natation, qui était mon handicap. Et lorsqu'on arrive au niveau élite, le drafting en vélo est permis, ce qui fait que le vélo a moins d'importance. Puis c'était ma force. Donc, comme je suis compétitif, j'ai calculé que j'avais pas grand chance de gagner. Donc, j'ai préféré changer de sport et me diriger vers le vélo. Ça a été une bonne décision, mais évidemment, c'est un petit peu différent. En triathlon, plus un effort contre soi-même. Puis en vélo, ben, il y a plus le côté stratégique, il y a plus d'adrénaline dans les finales, ça joue plus du coude, donc ça venait me chercher un peu plus. Donc, c'est un peu les raisons qui ont poussé dans la direction là, de faire que du vélo pour moi. Puis, Puis, tu quand as commencé à faire ben, du vélo, bien sûr, compétitif, mais à quel moment tu as commencé à croire à ton vrai potentiel là, de se dire, bon, mais écoute, je pense que non seulement tu disais que c'était ta spécialité en triathlon, mais de là à dire que tu es maintenant un professionnel dans ce domaine-là, c'est à quel moment que tu as eu cette espèce de déclic-là, si on veut? Ben, disons, en 2006, j'ai arrêté le triathlon pour me concentrer que sur la route. J'avais 16 ans à l'époque. Après ça, j'ai tout le temps continué mes études en parallèle. Puis une fois que j'ai terminé ma technique policière,
J'ai eu l'opportunité de courir pour la seule équipe canadienne qu'on a eue au niveau professionnel en 2011-2012. C'est à partir de ce moment-là, quand j'ai terminé mes études, que j'ai eu la chance d'être professionnel, de commencer à venir en Europe avec une structure qui m'accompagnait. Donc, ça a rendu les choses plus faciles pour moi, mais ça a été en 2011 où j'ai réussi, disons, à vivre de mon sport, même si c'était quand même encore assez modeste. Mais j'ai été chanceux parce que cette équipe est arrivée à un moment clé de ma carrière. Sinon, j'aurais peut-être, en terminant mes études, tout simplement été à l'École nationale de police et devenir policier puis arrêter le sport. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu la chance d'avoir Spidertech qui m'a mis dans des bonnes conditions puis qui m'a offert l'opportunité de me développer en Europe. Puis à la suite de ça, c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe française au niveau World Tour en 2013, si on veut, quand l'équipe Spidertech a fermé, malheureusement. Mais de Est-ce World que Tour c'est de quelque chose qui 2013, t'intéresse dans le toujours? fond... Ah, excuse, vas-y, Greg, vas-y, Excuse-moi, vas-y. Val. OK. Non, mais moi, je en me fait, demandais juste le une petite question cheminement comme de... ça. OK, Les je te joies laisse, du je parle plus. direct. OK. Juste garde là ta question. Je suis sûr qu'elle est super, super pertinente, mais c'est juste une question rapide de curiosité comme ça. Après ta carrière en vélo, est-ce que c'est quelque chose que tu penses reprendre, justement, ta carrière policière? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux lancer? Je vais voir, plus que le temps passe, ça devient moins crédible, du simple fait que ma copine fait beaucoup de sacrifices présentement dans le sens où elle s'est expatriée avec moi ici en Europe. Ça fait déjà 10 ans que je fais ça. Je suis conscient que lorsque j'ai arrêté ma carrière, je ne sais pas dans combien d'années, mais peut-être encore au moins 4-5 ans, de dire à ma copine, il faut que je rentre dans le milieu, je commence en bas de l'échelle, donc travailler de nuit, de jour. On peut voyager partout à travers le Québec. Donc, c'est beaucoup de contraintes que peut-être que je ne serai pas prêt à faire. Et avec le carrière que j'ai présentement, je pense que je vais avoir d'autres opportunités à saisir à côté. Et avec les années qui passent, je me rends compte que c'est un métier extrêmement difficile. Puis, je ne sais pas si j'ai le courage Effectivement. de me lancer là-dedans. Je lève mon chapeau aux policiers qui travaillent au quotidien. Quand tu réfléchis comme il faut, c'est pas quelque chose de facile. Puis ils sont souvent pas en intervention avec les meilleurs de notre monde. Donc, je lève mon chapeau. Je ne sais pas si je vais avoir le courage après ma carrière de me lancer à nouveau dans une deuxième carrière. Parce que je vais arriver peut-être probablement autour de 34-35 ans. Donc, c'est à voir. Mais en tout cas, si Voilà jamais qui est tu très deviens bien dit. policier, mon cher, et que tu fais de la patrouille à vélo, les brigands devront se surveiller parce qu'ils se font assurément rattraper, ça c'est certain. Mais écoute, moi je veux savoir, moi je veux savoir justement un cycliste, c'est quoi l'année tu sais, souvent là, tout dépendant, c'est quoi ton sport, tu as des pics, des années qu'on considère que tu es meilleur ou que c'était ta force physique et là, tout est combiné, tu sais, force, endurance et tout ça, vitesse. Et donc, pour un cycliste, c'est quoi? Ça représente quoi exactement? Ben, avant, on disait que le meilleur d'un sport d'endurance, dans le cyclisme, un peu comme dans l'Ironman, dans les sports d'endurance, au marathon aussi, c'est plus vieux. Donc, entre 28 et 32 ans, c'était pas mal la plage où on était les meilleurs. Par contre, depuis les 2 dernières années, les vainqueurs du Tour de France, qui se veut l'événement le plus important de notre calendrier, Mhm. ont entre 22 ans et 25 ans. Donc, je dirais que de plus en plus, les jeunes arrivent sur le circuit de plus en plus fort puis ils mettent la pression sur les plus vieux. Mais bon, j'ai un coéquipier, Jacob Fuglsang, qui est quatrième meilleur au monde présentement. Il a 34 ans. Richie Porte, il a 35 ans. Il termine sur le podium du Tour de France. Puis le vainqueur en a 22. Donc, ça montre à quel point il n'y a pas vraiment de limitation tant qu'à l'âge. Le plus vieux coureur sur le circuit professionnel, c'est Alexandro Valverde. Je pense qu'il a 40 ans présentement. Donc, je pense que c'est vraiment plus une question de mental. Après 10-12 ans de carrière, on a souvent peut-être moins envie de se battre. Ça paraît peut-être pas à la télé, mais on prend beaucoup de risques en course. Je veux dire, des descentes de col à plus de 80 km/h, on n'a aucune protection. Donc, quand tu commences à avoir une famille, des enfants, la mesure du risque est différente. Puis ça peut être des facteurs limitants à la performance. Mais je pense que physiquement, le corps est quand même impressionnant et il s'adapte. Je pense que le gros challenge, c'est de garder sa motivation, puis le mental toujours aussi animé par la soif de compétition et de victoire, parce que quand tu n'as plus ça, je pense que tu ne fais plus les sacrifices. Mais tu as Tu parles justement de. beaucoup d'entraînement au niveau psychologique, n'est-ce pas? Tu sais, peux-tu nous expliquer cette portion-là? Parce que la force mentale, tu en parles à quel point c'est important. Mais je pense qu'il y a beaucoup, oui, d'entraînement physique, mais vous êtes très suivi aussi de façon, justement, de travailler ce côté mental-là et cette force psychologique.
Ouais, suivi, non. J'ai aucun. J'ai déjà eu certaines consultations avec un psychologue qui était mise par l'équipe, mais chez Astana, par exemple, on n'a aucun psychologue sportif qui nous accompagne. Ça se fait sur une base individuelle si on veut, mais euh, mon point, c'est plus que le sport d'endurance, c'est vraiment une question psychologique parce qu'à un certain moment, c'est tellement long. Évidemment, Mhm. le premier jour du Tour de France, tu souffres, c'est pas facile, mais 3 semaines plus tard, tu souffres toujours, mais tu es encore capable d'avancer. Donc, ça te fait réaliser à quel point le corps s'adapte, puis tu apprends à apprivoiser cette souffrance-là qui vient avec l'effort, mais honnêtement, c'est pas nécessairement un travail psychologique à faire, mais on apprend à courir ou à apprivoiser la souffrance qui est amenée par l'effort physique, mais on aime ça en même temps parce que une souffrance d'effort parce que tu te donnes au maximum, puis la douleur d'une chute, c'est complètement différent. Mm. Quand tu sens que tu fais une belle performance, puis tu es en train de repousser tes limites, ça fait mal, mais tu as un certain plaisir parce que tu sens que tu es en train de faire des valeurs que tu n'as jamais faites, puis tu te sens fort, que tu n'es pas capable de répéter ça tout le temps. Mais là, dans cette journée-là, même si tu es en train de manquer d'air, mais tu es capable de produire l'effort, tu es content. Justement, tu as mentionné cette réalité-là. Puis tu as parlé aussi d'Alejandro Valverde. Je me sentirais mal de ne pas faire le lien avec le fameux documentaire qui est sorti sur Netflix, The Least Expected Day, qui parlait de l'équipe Movistar avec justement Alejandro Valverde, Nairo Quintana, qui font partie de l'élite mondiale, un peu comme toi. Un peu pareil comme toi, en fait. Vous êtes tous dans l'élite mondiale. Est-ce que c'est assez... comment je peux dire, il y a des petites guerres intestines dans une équipe. On voit qu'un tour, c'est assez difficile, autant sur le plan mental que physique, mais également avec les coéquipiers. Bon, qui est le meilleur de l'équipe, qui est le leader, comment ça fonctionne? Mes deux questions, est-ce que c'est comme ça dans toutes les équipes? Et deuxièmement, est-ce que ça dépeint quand même très bien la réalité que vous vivez là, avec des grands tours là, comme la Vuelta, le Giro et le Tour de France? Moi, je dirais que oui, ça reflète la réalité. Après, je pense que cette année-là, Movistar était vraiment dans une polémique différente. Le départ de Nairo Quintana était annoncé, donc je pense que l'équipe était sous haute tension. Mais de ce que moi j'ai vécu, ça va changer d'une année à l'autre. Puis c'est ce qui fait la force d'une équipe quand tu arrives à mettre des coureurs solides, mais qui sont groupés ensemble vers le même objectif. euh, Ça amène des résultats. Tu peux acheter les meilleurs coureurs au monde, mais s'ils ne courent pas bien ensemble, puis c'est une guerre de coq, tu n'arrives à rien. Il vaut mieux avoir un king avec des gars moyens qui savent que leur job, c'est de travailler pour lui à tel moment clé. C'est comme ça que tu arrives à aller chercher des résultats, mais on est à un très haut niveau, mais l'équilibre est très simple à perturber dans le sens que un coureur peut amener à pagaille dans le groupe ou deux coureurs. Euh, c'est de là l'importance du management, de bien gérer les coureurs. Exemple, sur un tour comme le Tour de France, on est 8 coureurs. Normalement, il va y avoir un leader qui va être protégé. Dans notre cas, cette année, c'était Mhm. Miguel-Angel Lopez. Puis ensuite de ça, chacun de nous, on a des rôles différents en fonction de nos forces, nos faiblesses. Puis à côté de nous qui nous accompagnent, on a 3 directeurs sportifs qui veulent en sorte, eux qui vont établir la stratégie, qui vont nous gérer physiquement, psychologiquement. C'est eux qui voient comment le groupe évolue, puis ils vont donner les directives en course, mais aussi à l'extérieur, qui vont gérer tout le personnel. Puis à côté de ça, c'est eux qui gèrent les coureurs. Puis après ça, tu as toute l'équipe de support qui a aussi un impact, dans le sens nos mécanos, on en a 4 ou 5, ça dépend, qui sont là pour préparer nos vélos, travailler. Donc, s'il y a un bon esprit d'équipe, eux, ils font plus. Les vélos marchent encore mieux, ça évite les problématiques. Après ça, on a 6 ou 7 soigneurs avec nous qui s'occupent de faire les massages, de préparer les ravitaillements, ce que je veux dire par là, les boissons en course. On a des gâteaux de riz, la nutrition particulière sur le vélo qui vont nous préparer. Donc, eux aussi ont un impact important. Puis, lorsque tu es au massage, ils peuvent remonter le moral. Ils sont quand même ils sont en lien, en contact direct avec nous. Fait que si des fois tu as un down, ben, eux peuvent être là pour remonter le moral et souder l'équipe. Puis, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que même entre les soigneurs, il y a tout le temps des petites batailles. Entre les mécanos, il y en a un qui fait plus que l'autre fait pas assez. Fait que ça crée certaines tensions. Mais de là, l'équipe qui performe bien, ça rend tout le monde heureux, puis ça change la dynamique. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour troubler ça, mais autour de nous, on a à peu près 20-25 personnes pour 8 coureurs.
Fait que, il y a quand même une grosse équipe derrière qu'on ne voit pas, là, Wow. qui ont tout leur rôle à jouer, que ce soit le nutritionniste qui planifie ce qu'on va manger le matin, Mhm. avec les quantités, ce qu'on a besoin. Après ça, le chef, il faut qu'il exécute de la bonne façon parce que sinon, les gars ne sont pas contents. Je vous donne un exemple tout simple. Toutes les calories aujourd'hui sont comptées sur le vélo. On va vraiment calculer notre nombre de carbohydrates, c'est les glucides, ce qui amène l'énergie. Fait que dans certains types de bidons qu'on va avoir, de bouteilles là, classiques de vélo, tu peux avoir jusqu'à 30 grammes, 80 grammes ou 100 grammes de poudre à l'intérieur. Mais si je suis posé en avoir 100 et que j'en ai 30, ben à la fin de la course, c'est sûr que je manque d'énergie et que je ne gagne pas. Mais si Wow. le soigneur ne fait pas son travail comme il faut, qu'il en met 55 au lieu d'en mettre 100, ben, prends 3 bouteilles de même, il demande 150 grammes de carbs, ça fait une grosse problématique. Là. Pour imager ce que c'est 60 grammes de carbs, c'est 3 gels de sport. 3 gels de sport. Fait que pour Wow. nous, c'est un gel aux 20 minutes. Fait que là, il te manque. C'est des impacts majeurs, mais si le gars, il met qu'il a mis tant sa bouteille et il ne l'a pas dedans, ça fait des gros problèmes. Fait que ça, des fois, c'est des sources de discussion, mais c'est toutes sortes de petites choses comme ça qui font que le coureur va être déstabilisé ou que les coureurs vont se mettre à chialer. Ouais. On n'est pas facile, là, je veux dire, on est des princesses, là, on s'habitue à certaines choses. Quand c'est pas là, ben, tu chiales. Euh, Après, quand on est Dit-il dans le avec une mode voix course, grave, super tranquillement. Ouais. On non, est non, toutes mais princesses. il faut être honnête, là. Honnêtement, d'un autre exemple, j'étais à l'hôtel sur une course, il n'y a pas d'eau dans le corridor de l'hôtel, ben, Oh, ouais. j'ai Ouais. juste à envoyer un texto puis il m'amène de l'eau. C'est pas besoin de me Mais lever. tu sais, ça me fait penser tout ce que tu décris, là, c'est sûr, tu parles du Tour de France, fait que je veux qu'on aborde ce sujet-là. C'est super intéressant et impressionnant, mais dans le fond, vous êtes comme des genres de petites machines de F1, là, tu sais, c'est un peu ça, la F1 aussi, là, t'as le pilote qui est là, t'as les deux véhicules, les deux pilotes, mais en arrière, l'équipe qui est derrière, tous les petits gestes de précision technique font que c'est un Lewis Hamilton, par exemple, qui sort toujours plus fort. C'est un peu la même chose, il y a un paquet d'ingénieurs, on va dire entre guillemets, là, d'ingénieurs du corps physique et de tout ce qui étudie finalement vos performances. Mais ben, tu parlais aussi de l'importance des rôles de chacun. Et moi, j'aimerais ça que tu me parles justement de ton rôle à toi au Tour de France. C'était ta deuxième participation cette année. C'était quoi exactement, pour ceux qui connaissent moins le vélo, le rôle que tu avais à jouer? Parce que tu l'as très bien fait, tu l'as très bien réalisé. Félicitations, soit dit en passant. Et on t'a donné ce rôle-là justement parce que tu as tes forces là. Fait que ça consistait en quoi exactement pour toi? Ben, moi, je suis un coureur qui est très complet. J'excelle pas dans un champ en particulier. Il y a trois façons de différencier un coureur. Il va y avoir les sprinteurs, comme exemple le maillot vert, Peter Sagan, Sam Bennett, qu'eux, ils font les étapes sur le plat. Qui jouent du coude, sont plus costauds, c'est des gars plus pesants aussi. Euh, Après ça, tu as des rouleurs. C'est à peu près mon étiquette, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est capable d'aller vite sur le plat, qui peut aider en montagne, qui peut aider à préparer un sprint, qui roule toute la journée pour protéger un leader. C'est un peu un homme à tout faire, si j'imagine, parce qu'il est polyvalent. Fait qu'il peut travailler dans différentes situations. Tandis qu'un sprinter, dès que ça grimpe, il ne va pas servir autant à l'équipe parce qu'il n'est pas capable de suivre la cadence dans une montée, donc il ne pourra pas être utile au leader. Puis après ça, ben, Lopez, qui est mon leader, lui, c'est un grimpeur. Donc, tous les jours, il s'économise, puis quand ça grimpe, il faut qu'il fasse la différence. Pour l'économiser, mon travail, c'est tout le temps de rester près de lui. Si je prends une étape là, du début jusqu'à la fin, donc au départ, il y a tout le temps une grosse bataille. On roule très, très vite, là, à plus de 50 km/h pendant une demi-heure, une heure, ça dépend. Euh, sur un tour de 3 semaines, comme le Tour de France, il y a des journées où tout le monde sait, ça fait partie de la façon qu'on court, que aujourd'hui, il y a 3 grosses montées, puis à la fin, c'est pas propice aux gars du classement général, qui sont les leaders, pour gagner l'étape. Fait que là, tu es sûr qu'à la fin de la journée, l'échappée qui va aller devant, lorsqu'on voit des grosses échappées, là, vous ouvrez la télé, il y a 12 coureurs devant dans l'échappée, vous dites, oh, OK. Mhm. Puis là, ils ont 10 minutes d'avance, mais eux, c'est clair qu'au matin de l'étape, ils savaient que s'ils réussissaient à prendre l'échappée, ils gagnaient la course, l'étape du jour. Fait que ça, c'est un objectif. Fait que certaines journées, je pouvais avoir l'ordre d'aller dans l'échappée puis de jouer ma carte personnelle. Parce qu'on sait que la victoire d'étape va jouer du groupe qui est devant. Mais 80% du temps, l'échappée n'a pas de chance d'aller au bout. Fait que quand on a un grand leader, dès le départ,
tout le monde va attaquer, ça va rouler très vite. Donc, mon rôle, c'est de rester proche de mon leader, Lopez, puis de tout le temps le remonter à l'avant du peloton quand il y a des moments où c'est plus facile, parce qu'il y a toute une gestion d'énergie. Fait que l'objectif, c'est qu'il consomme le moins d'énergie possible, mais en restant tout le temps en avant du peloton. Fait que mon rôle, c'est de lire la course, les déplacements de chacun des coureurs, puis de le remonter, de le protéger du vent en conséquence, en étudiant bien le parcours chez les sections qui sont plus techniques, plus dangereuses, donc de se placer plus stratégiquement dans le peloton. Après ça, essayer d'éviter toutes les chutes, mais on n'est pas béni des dieux. Là. Des fois, il y a des chutes, tu n'es pas responsable et tu es à la bonne place. Là. Ça ne veut rien dire, mais tout cet aspect-là. Fait que mon rôle, normalement, c'est tout le temps de rester près du leader toute la journée. Fait que faut que je pense tout le temps que j'ai un gars derrière moi, puis je le protège le mieux que je peux. Puis là, après ça, plus qu'on s'approche de la fin de l'arrivée, ben, si c'est un sprint, ben, c'est de rester avec lui, de le remonter aux avant-postes, puis de jouer du coude un peu pour y faire de l'espace, puis qu'aux 3 km, on peut se retirer. Parce qu'il y a une règle, dans le fond, que s'il y a une crevaison, une chute après 3 km, il n'y aura pas d'écart qui va être pris entre les coureurs parce que c'est pour laisser les sprinteurs faire leur course. Soulager les gars qui font tous les jours l'étape au classement général parce qu'eux ne peuvent pas perdre de temps. À chaque jour, il faut qu'ils soient le premier peloton. Ils ne peuvent jamais perdre de temps. Super intéressant. Tous les jours, il faut qu'ils se battent pour le final. Tu sais, un gars comme moi qui ne fait pas le général à 10 km, je suis écœuré, je mets le clignotant, j'arrive 5 minutes après, tout le monde est content, j'ai fait ma job, puis il n'y a pas de problème, mais notre leader, tous les jours, il faut qu'il réponde présent et qu'il soit devant. Fait que, lui, il vit beaucoup de stress. Fait que le fait d'avoir des gars comme moi autour de lui, ça lui permet d'être en confiance. Puis il sait que si jamais on fait une erreur, avec la force qu'on a, on est capable de la remonter rapidement en avant, puis il n'y aura pas à utiliser l'énergie. C'est pour ça qu'on voit toutes les équipes rouler groupées à l'avant du peloton, parce que c'est plus facile, t'évites les chutes. Dans le vélo, on peut contrôler ce qu'on fait, mais à une certaine limite, parce que tu peux faire tout bien. Il y a une chute, le gars, il se casse le poignet, mais tu viens de gaspiller 3 mois de préparation, plus on n'a rien qu'un leader. Fait que si on le perd, c'est la fin de la plus grosse course de l'année. Fait que c'est tous ces éléments-là qui rentrent en compte. Là. Mais je te trouve assez humble dans ta description de tâche, en fait, et de la façon que tu te décris toi-même. On est dans l'équipe Astana qui est en partant une des meilleures au monde. Là. C'est comme si tu courais en F1 avec Red Bull ou Mercedes ou Ferrari. Là. Ben, Ferrari, pas cette année, on va laisser faire, mais en tout cas, tu comprends. Et ben, tu dis, il y a un King, puis il y a 7 moyens, mettons, comme au Tour de France. Là. Mais bon, tu as quand même fini 7e d'une étape. C'est toi qui donnes le rythme à ce moment-là. Tu restes avec Lopez à chacune des étapes pendant 3 semaines. Tu es presque toujours là. Je veux dire, est-ce qu'un jour, toi, tu aspires à être un des kings d'une équipe comme ça, si je peux me permettre le terme, là, entre guillemets? Est-ce que de vivre cette expérience-là avec un coureur comme celui-là, ça te permet de t'améliorer sur un Tour de France? Comment tu continues d'apprendre? Ben, la question est pas simple à répondre, mais mettons, bon, est-ce que je vais être un leader un jour pour le Tour de France? La réponse est simple, c'est non. Parce que physiquement, je connais mes valeurs, je connais mes qualités, je ne vais pas me transformer. Tu sais, je peux continuer à travailler, à progresser. Gagner une étape, oui, ça, c'est l'objectif, c'est réalisable. Mais d'être un leader pour dire je gagne le Tour de France, c'est un autre paire de manches. Puis il y a nous, la façon qu'on mesure notre moteur, si tu veux, ça va être la puissance développée par rapport à notre poids, en watts par kilo. Puis il y a une valeur de référence, ça va être c'est quoi ton meilleur 20 minutes à watts par kilo. Mettons mon meilleur 20 minutes, moi je fais 6,1, 6,2 watts par kilo. C'est très bon. Si un coureur fait au-dessus de 6 watts par kilo, il y a 2-3 ans, tu étais bon. Tu étais un bon leader. Aujourd'hui, sur le Tour de France, les boss, ils se montaient à 6,3, 6,5 watts par kilo. Bon, ça fait le 0,2, 0,3, ça fait pas beaucoup, mais exemple, ça peut représenter 20, 25, 30 watts de plus pour nous. Fait que, mettons, je sais pas, moi, je fais 420 watts pour ceux qui connaissent le vélo, là, parce que c'est sûr que ça ne te parle pas, mais 420 watts, le 0,3 va être représenté peut-être 450 watts. Là. Mais le 20-25 watts de plus, c'est ce qui fait. Tu peux travailler 3 ans pour gagner ça. Puis à un moment donné, c'est aussi génétique. Là. Il y a des gars qui ont des gros moteurs, puis il y en a d'autres qui ont moins des gros moteurs. Fait que ça, c'est une chose. Donc, pour ce qui est du leader au Tour de France, honnêtement, non, je ne vendrai pas du rêve. Par contre, avec le niveau que j'ai actuellement, je peux gagner des courses d'un moindre niveau d'une semaine en étant au top de ma shape, en courant bien, en étant au meilleur.
ce qui me donne un avantage dans mon rôle actuel, c'est que quand tu fais du travail pour un autre, la puissance est importante, mais c'est beaucoup plus de l'expérience. Sentir la course, être placé au bon moment, connaître son parcours, faire l'effort au moment clé. C'est même pas une question de puissance. Là. Tu fais 30-40 secondes, 1 minute, bien placé au bon moment, tu remontes ton leader au petit moment clé, bien, ça fait toute la différence. Parce que on va arriver sur une course, on va dire au kilomètre 145, on tourne à droite, une petite route de 1,5 m de large, vent de latéral. Ben, à kilomètre 150, il y a 200 cyclistes qui se disent il faut que je tourne premier. Ouais. Ouais. Mais seulement les meilleurs tournent en avant. Puis c'est tout le temps les mêmes. Donc, il y a une façon C'est de lire la l'instinct, course, finalement. de bouger. L'instinct qui se développe avec l'expérience, finalement. Là. Oui, c'est de l'instinct, mais c'est aussi toutes les qualités de pilotage, Ouais. de jouer du coude. On ne le voit pas en télé, c'est dur à voir, mais il y a une façon de se positionner. Il y a des moments, je peux passer où il n'y a pas un doigt qui passe entre mon guidon et l'autre, mais je vais passer. Parce que tu es habitué, tu sais que tu y vas, mais il y a plein de coureurs qui ne sont pas capables. Fait il y a des coureurs qui sont extrêmement forts en termes de puissance puis de valeur de test. Là, les entraîneurs vont regarder ça, ils vont faire monter un col qu'on appelle pendant 25 minutes, il va te faire des valeurs. Les coachs ont toutes des étoiles. Tes mains en course, ben, premier virage, ils sont derrière, puis il faut qu'ils travaillent 15 fois plus fort, puis sont complètement inutiles à l'équipe. Mais bon, il y a un apprentissage qui se fait. Mais juste que le fait d'être fort techniquement, puis de savoir comment se placer, puis quoi faire, ça fait toute la différence. Puis tu sais, si tu parles à un leader, il va même pas te parler de puissance, il va te dire non, je veux tel gars, tel gars, tel gars. Parce qu'il sait que même s'il y a un plus petit moteur ou compagnie, quand il va avoir besoin de lui au kilomètre 145, ben, il va être en avant puis il va être à côté. Tandis que des gars de même, t'en as peut-être 10-15 dans le peloton. Fait que là, ça fait ta valeur. Puis après, tu as les valeurs que tu as. Avec les années, tu apprends c'est quoi ton rôle. Puis si tu fais ton rôle à la perfection au meilleur niveau mondial, tu es bien rémunéré, puis ça sert à rien d'être leader. À un moment donné, il faut être honnête avec soi-même, puis d'essayer de ne pas faire ton travail pour essayer de finir 25, 35, 15e du classement général du Tour de France pour nos équipes, ça n'a pas de valeur. Ils veulent gagner. Puis quand ils vont faire leur sélection pour le tour, ils vont dire bon, OK, on met tel leader, puis c'est qui le meilleur pour l'épauler. Puis après. Moi, c'est fascinant de t'entendre, Hugo. C'est complètement fascinant. C'est fascinant, puis ce qui m'intrigue, et je pense que ce qui intrigue aussi beaucoup de gens, tu le dis, hein, on revient au Tour de France, mais dans le fond, tous les grands tours, là, c'est quand même souvent sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs étapes. Au niveau de la récupération, et par exemple, tu me dis le leader là, qui doit absolument récupérer, ça va de soi, parce que lui, il doit à chaque jour y aller à fond la caisse, il ne peut pas se permettre de ralentir. De quelle façon est-ce que vous optimisez la récupération? Parce que c'est tellement petit, la fenêtre de récupération, versus le travail à chaque jour que vous faites. Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode pour ça? Après, il n'y a pas 56 solutions. Là. On est juste tellement habitués. Après, l'étape type, si on finit l'étape, on a tout de suite une boisson de récupération à base de protéines, puis on a une autre boisson qui est plus électrolyte avec beaucoup de sucre pour faire le plein d'énergie pour le lendemain le plus vite possible, parce qu'on sait que dans une plage d'une heure, c'est là que le corps va mieux récupérer. Donc, c'est important de le récompenser pour l'effort, si on veut. Puis après ça, directement, on monte dans nos bus, on prend notre douche. La collation est préparée, elle nous attend. Donc, surtout du riz, des pâtes, là, 80% du temps, c'est ça, jour après jour. Il n'y a rien de bien gastronomique. Puis après ça, on s'en... C'est vrai. Ils doivent manger des pâtes, là, à quantité d'énergie qu'ils dépensent. Là. C'est pas ça, c'est pas ton plat de spaghetti, il va te faire engraisser. Là. Ah, c'est encore drôle, il faut le calculer. Si on mange trop de spaghetti, ça t'accumule pareil. Mais, mais il y a aussi. C'est énorme. Après, tu manges des quantités énormes, mais à ce moment-là, 3 semaines de temps comme ça, je veux dire, il y a plein de trucs à gérer. J'imagine l'inflammation, la douleur. Je veux dire, s'il arrive quelque chose, bon, il y a des journées que ça va moins bien, il faut ramener l'énergie. Tout ça. Ça doit être. Moi, j'ai l'impression là, que c'est peut-être l'épreuve la plus difficile au monde à faire. Là. Je veux dire, moi, je fais une sortie
de vélo comme vous autres, vous faites une étape, puis écoute, je ne veux pas prendre mon vélo pendant 3 semaines. Donc là, je veux dire, j'essaie pas de C'est me l'inverse, comparer, ça. mais là, c'est ça, c'est l'inverse. Il faut que tu fasses ça chaque jour. Puis, je veux dire, puis là, toi, tu as fini le Tour de France, par exemple, je me souviens, on s'est parlé, puis tu m'as dit, ben je m'en vais faire une autre course en Belgique. Donc, on dirait que pour vous autres, c'est comme, non, il n'y a pas de problème. C'est day in, day out. Pour nous autres, c'est juste une sortie régulière. Je me trompe-tu ou... Ben, ça dépend. Honnêtement, maintenant que je prends mon Tour de France cette année, j'ai pas vraiment souffert beaucoup. J'étais à un bon niveau. Waouh! Tu sais, oui, j'ai mal aux jambes, là, mais comment je dirais ça? Je suis Seigneur. habitué à ça, je fais ça tous les jours. Puis, tu sais, mon niveau d'énergie était bon. Je me levais le matin, j'avais pas mal à la tête, j'étais pas fatigué outre mesure. J'étais aussi bien que je me suis levé ce matin, ou peut-être même mieux, parce que là, je fais rien, puis je suis comme en train de récupérer, puis juste pas d'énergie, parce que la pression retombe, je relaxe. Ouais, c'est ça, Mais exact. durant le tour, t'as l'adrénaline à fond, mais si tu restes en santé, tu sais, j'ai fait d'autres tours. Il y a un tour que j'ai fait à la Vuelta en 2017. J'étais tombé à la 6e étape. Je m'étais fait une fracture du radius, le bras gros de même. J'ai fait des radios. Ils m'ont dit c'est pas cassé. Je dis, ouais, c'est pas cassé, on va finir. J'ai fini tout croche. J'avais une souffrance pas possible. J'ai fait des étapes sans être capable de tenir mon guidon, puis de freiner, puis de passer les vitesses de la main gauche. Puis tu sais, là, j'ai souffert pas possible. Puis tu me dirais de le refaire, je dirais, ben non, si c'était pas intelligent, j'aurais dû m'arrêter. Mais bon, je l'ai fini. Fait que, tu sais, des fois, tu souffres puis tu payes, c'est pas le fun partout. Tu commences à être malade, t'as un rhume, t'as mal à la tête. Tu peux vivre un calvaire, là, honnêtement. Là. Quand il fait 40 degrés, t'as de la fièvre, il faut que tu y ailles. Tu sais. Ils nous arrêtent pas systématiquement, les médecins. T'as ton mot à dire, là, mais tu sais, on est capable de souffrir. Mais cette année, autour, j'ai eu une petite chute qui m'a pas trop accommodé. C'était à basse vitesse. Puis après ça, tous les jours, je me sentais bien. Je suis habitué de faire des grosses journées. Cette année, au tour, on n'a pas eu trop de journées relax. Mais sur les grands tours, il y a des journées, quand c'est un sprint, là, il y a une échappée de 3-4 coureurs qui part. Pour nous autres, c'est journée de congé quasiment. Ça roule Ouais. vite, mais dans le peloton, tout le monde relaxe. OK, il n'y a pas de stress, il n'y aura pas de bataille, il n'y a rien qui va arriver. Voilà, on en profite, on fait notre journée relax, puis C'est de la tout va bien. récupération active. C'est ça. Exact. Mais il y a d'autres journées, c'est le gaz au fond toute la journée, puis tu dis quand est-ce que ça va arrêter. Là. Mais quand tu as un niveau de forme qui est assez bon, mettons, quand que j'étais au bout de mes capacités, il restait 55-60 coureurs de peloton. Ça veut dire qu'il y en a 120-130 derrière. Donc, je peux finir l'étape à mon rythme tranquille. T'sais, mettons, dans mes zones de puissance, c'est sûr, quand je roule à haute vitesse, je suis limité. Je ne peux pas tenir un certain nombre de temps, c'est fini, il n'y a plus de gaz, c'est fin. Mais plus que tu t'entraînes année après année, plus que ta puissance de base est élevée. Puis en fait, mettons, moi, quand je roule à 300-320 watts, ça me fait pas mal. Mais un cycliste normal du Québec, par exemple, qui a un bon niveau, qui va faire 5-6 000 km par année, à 320 watts, puis pratiquement à son meilleur allure À pour bout, là. 45 minutes ou 30 Non, minutes. non, c'est Nous hallucinant autres, d'entendre ça. Là. fait que, tu sais, mettons, moi, il faut rouler 3 heures à 300 watts. C'est pas catastrophique. T'sais. Je force, mais je suis pas en souffrance tout le temps. J'aime ça, je suis habitué. Mais il y a des moments où ça fait vraiment mal, mais on n'est pas tout le temps le gaz au fond. Fait que, il y a des moments où tu peux récupérer, mais plus que tu es Ouais. fort, moins tu passes de temps le gaz au fond. Puis après 3 semaines, ben, l'expérience est pas mal plus facile que lui qui est tout le temps le gaz au fond. Puis Fait que, justement, les ben, années parlons payent. des. Tu Hey, sais, c'est à un moment incroyable donné, d'entendre là, ça. Je veux dire, si je parlons roule. des montées, parce que je sais que tu as une grande progression au niveau des montées, puis tu parles aussi de l'entraînement. Première, j'ai plein de questions là. Combien d'heures par année tu peux t'entraîner? Je sais aussi qu'Audrey avait mentionné Pierre Udubeau, je veux bien dire son nom, là, qui est ton entraîneur aussi, qui était l'entraîneur à David Veilleux, qui était l'entraîneur aussi à Antoine Duchesne, qui est l'entraîneur renommé au Québec. Est-ce que lui a fait une grande différence justement au niveau de tes performances, de ton amélioration? Et cette fameuse progression-là dans les montées, est-ce qu'il a joué un rôle important? Est-ce qu'il a amené finalement ton entraînement à un autre niveau, lui? Ben, oui, moi je travaillais avec Pierre longtemps au début de ma carrière. Après, lorsqu'on est au niveau où je suis avec les dernières années,
quand tu es dans une équipe, tu n'as pas le choix de travailler avec les entraîneurs de la propre équipe. Pierre reste mon conseiller occasionnel. On se parle régulièrement pour qu'il est à l'extérieur de mon entourage immédiat dans l'équipe. Donc, il peut me donner un regard avec une meilleure distance, peut me conseiller de meilleure façon. La grosse amélioration en montée a eu lieu parce que, bon, ici, pour ceux qui connaissent, dans le coin de Nice, Monaco, il y a énormément de montées. Donc, tous les jours, automatiquement, je vais grimper. Une façon de quantifier nos parcours, ça va être par nombre de 1000 mètres de dénivelé par sortie. Les grosses étapes autour de France, mettons 4000, 5000 mètres, c'est énorme pour nous. Exemple, le Mont-Saint-Anne, pour le Québec, là, pour imager, c'est à 800 mètres. Ça veut dire 4000 mètres. Niveau de la mer, là, c'est en altitude, on parle. Là. Ouais. Ouais, mais tu sais, le dénivelé. Ouais. Fait que, on fait des journées. Camille-Yaoud, c'est quoi? C'est même pas 300 mètres, je pense, quelque chose comme ça. Là. Tout le monde trouve que c'est un gros entraînement ici à Montréal. Il y a des étapes autour. Un col, c'est 20 fois le Camille-Yaoud, un au bout de l'autre, puis tu le fais 3 fois dans l'étape. Fait que, le coup de pédale est pas le même la façon de pédaler des muscles. Je fais Camille-Yaoud 2 fois, puis je me permets 2-3 beignes. Non, c'est difficile à expliquer, mais un long col, c'est pas pareil comme ce qu'on a au Québec. C'est moins raide que les côtes qu'on a au Québec. C'est plus soutenu, c'est plus long. Tu prends ton rythme, c'est pas si pire que ça, mais au début, même nous, quand on reprend, là je suis en période de repos, si vous voulez. Puis quand je vais reprendre au mois de décembre, je vais monter. Nous autres, on a une montée qui est bien connue ici, ça s'appelle le col de la Madone. Le col de la Madone, en pleine saison, en forme, tu montes ça à 38, 40 minutes. Au début de saison, on recommence, tu fais ça en 45 minutes, tu as le gaz au fond, puis en haut, dessus, on pèse. T'as-tu mal aux jambes un peu? T'as-tu mal un peu aux jambes le lendemain quand tu recommences? On va se sentir c'est ça, moi j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui te fait mal, moi, dans la vie. Là. On dirait que tout est facile, là, de la façon dont tu nous en parles. Non, ça fait mal, mais comme je dirais ça, quand tu es en forme, c'est le fun. Mais quand tu n'es pas en forme et tu recommences, là, tu payes. Le même feeling que toi, quand tu te fais comme Wood, tu as mal aux jambes et tu es écœuré, ben, ça nous arrive aussi. Là. Mais le fait de monter des cols comme ça te permet aussi de progresser plus rapidement. Puis quand tu es en montée, c'est plus facile de pousser plus, de faire un effort plus soutenu que sur le plat. Fait que ça a pour effet aussi, je pense, d'aider à améliorer tes capacités cardiovasculaires. Puis à l'époque, je m'entraînais moins dans les dénivelés. Puis là, aujourd'hui, mettons, le corps s'adapte. Fait que si je m'habitue à faire quotidiennement des sorties de 4000 mètres de dénivelé, bien, je m'habitue. Puis quand j'arrive en course, c'est normal. C'est une journée normale. C'est pas spécial. Tandis que si tu le fais pas, tu arrives en course, le lendemain, tu as les jambes complètement courbaturées parce que ton corps n'est pas habitué à cette charge de travail-là. Donc, en t'entraînant plus, tu habitues le corps à ces charges-là. Puis quand tu vas en course, tu te dis, c'est pas si pire. Puis souvent, maintenant, je m'entraîne avec un de mes leaders, là, qui est 4e au monde, Jacob Fulsang. Quand je vais rouler avec lui, t'as un niveau au-dessus de moi. Fait que quand je m'entraîne avec, je chauffe, mettons. Puis après, j'arrive en course, puis ils vont pas si vite que ça. Mais quand je roule avec lui, ça prend le standard en haut, puis je me fais lessiver. Puis je pense que c'est moins bon, leçon d'humilité, mais tu progresses aussi. Fait que, je m'entraîne avec des gars qui sont très, très solides. Fait que, c'est sûr, à l'entraînement, c'est difficile, mais tu progresses mieux. Là. Vu qu'il a gagné 3 étapes, Craig Soar Anderson, qui s'entraîne aussi avec nous. Fait que, des gars qui roulent fort. Ça permet de progresser aussi. Est-ce que de t'améliorer comme ça en dénivelé, comme grimpeur, tu as vu justement une amélioration là, de ta puissance, ton wattage là, sur le plat, justement, pour rouler? Là, tu te dis, bon, mais justement, je sens que je suis capable de mettre une gear de plus, peut-être, d'améliorer mes rotations par minute, puis ça fait moins mal, justement? Oui. Honnêtement, quand tu marches bien en montée, théoriquement, ça se reflète sur le plat. Ta forme physique générale augmente à tous les niveaux, là, de par la charge que tu es capable de faire ou de faire l'entraînement. Évidemment, il faut que tout ça soit équilibré. C'est pas une question, on va me lever demain matin, je vais en faire tout le temps plus tous les jours. Tu vas finir, tu vas être comment je dirais ça, en surcharge d'entraînement, puis tu n'avanceras pas partout. Fait que c'est de trouver notre challenge, nous autres, c'est de trouver la limite du stimulus qu'on va aller chercher, dans le sens,
plus la charge d'entraînement va être élevée, plus que le corps va devoir se battre pour récupérer, qui va amener une progression. Derrière ça, il faut prévoir le repos maximum pour récupérer de cette grosse charge de travail-là. Pour quand on commence, on va être capable d'être encore meilleur puis de supporter encore plus la charge d'entraînement. C'est comme un élastique. Si tu le tires trop, à un moment donné, il casse. Il faut que ton coach trouve le juste milieu. C'est pas juste une question de motivation, maintenant, c'est une question d'expérience, d'intelligence, puis de ne pas faire d'erreur. L'équilibre, dans le fond. Trouver l'équilibre entre performer, puis entre repos et reperformer. On le sait que le repos aide à justement mieux performer le lendemain parce que tu récupères, puis ça te permet d'être plus fort. C'est de trouver un équilibre à travers tout ça. Puis, tu sais, Hugo, ce serait difficile de ne pas en parler parce que, bon, ça fait des années qu'il y a eu souvent, il y a eu différents scandales à l'époque là, de dopage en cyclisme. Est-ce que tu trouves que le dopage est moins présent aujourd'hui? Est-ce que toi, tu penses que les choses ont changé aujourd'hui? Comment tu vois ça à l'intérieur de ton milieu parce que tu es vraiment dedans. Tu sais, nous, on est à l'extérieur, puis il y en a plusieurs qui se disent, mais mon Dieu, c'est inhumain d'être capable de réaliser ça de façon naturelle. Pourtant, il y en a qui le font. Toi, tu en penses quoi de tout ça? Bien, la ligne est pas simple à tracer dans le sens où quand les gens nous regardent, ils vont se dire, ben oui, mais eux autres, c'est sûr, hey, as-tu vu le nombre de kilomètres qu'ils font, la vitesse qu'ils roulent, jamais sont capables de humainement faire ça. Moi, je me pose la même question que vous. Quand je regarde lui qui gagne le Tour de France, je vois les efforts que je mets, le travail que je mets, mais lui, il est de loin meilleur que moi, tu sais. T'as encore un autre niveau. J'ai deux réflexions. Je peux dire, ah ben oui, lui, c'est sûr, il est dopé. Ou je peux me dire, bon, ben lui, il travaille plus fort. Il a des valeurs génétiques qui sont meilleures. Whatever. Il était meilleur. Après, quand j'avais 16 ans, des performances que je fais aujourd'hui, j'aurais pas cru possible de les faire. Mais là, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais du vélo, que je travaille jour après jour fort. Je suis capable de les faire, les performances, sans problème. Mais peut-être qu'à une autre époque, j'aurais dit, hey, c'est impossible de faire autant de puissance. Fait que c'est dur de mettre la ligne à qu'est-ce qui est possible comme performance humaine sans dopage ou avec dopage. Après, ma façon de me garder motivé là-dedans, pour moi, c'est simple. Tant que je vois que je progresse encore, puis je sais qu'est-ce que je fais, de la façon que je le fais, puis je suis convaincu qu'au moyen terme, je vais être capable de gagner une grande étape sur une course, puis je sens que c'est accessible. Fait que pour moi, c'est possible de gagner des grandes choses dans le cyclisme en étant 100% propre. Évidemment, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Je ne me mets pas à la tête dans le sable non plus. C'est sûr qu'il y en a du dopage. Il y a encore des gens qui se font prendre. Il y a un système en place. Après, c'est pas parfait. Là. Je vais vous donner un exemple. Moi, en permanence, il faut que je dise à tous les jours où je dors. Je mets une plage horaire d'1 heure où je me dois d'être à l'adresse indiquée parce qu'il y a des contrôles inopinés qui peuvent se faire à tout moment. Depuis le début de ma carrière, j'ai environ 55 tests. Ils débarquent au minimum aux 2-3 mois à mon domicile à 6h30 du matin ou à 10h le soir pour un test d'urine, un test sanguin. Puis, oui, il y a des tests. Après, ils développent un passeport sanguin. Puis après, tu as tes valeurs. Mais il y en a qui réussissent à tricher à travers ça aussi. Là. Mais bon, le sport est ce que l'est. Au même titre, la société, il y a des tricheurs, il y a des voleurs. Il y a tout le temps exactement. une marge. Dans le sport, c'est pareil, où il y a de l'argent à faire, où il y en a qui dépassent la ligne, mais après, moi, je me concentre sur moi, puis tant que je vois que c'est possible, puis que j'ai un stimulus qui me permet de me dépasser, tout va bien, puis le moment que je dirai que j'ai atteint mes limites, puis j'ai plus envie, ben, on accrochera le vélo. Mais justement, avant d'accrocher le vélo, est-ce que les Jeux olympiques, pour toi, c'est quelque chose? Parce que là, je sais, ils ont été annulés. Bon, et Thomas Bach dit, peu importe s'il y a un vaccin, il n'y a pas de vaccin, moi, je veux la tenue des Jeux olympiques, donc l'été prochain. Est-ce que pour toi, c'est un de tes objectifs? Qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Et justement, t'en penses quoi de ça? Est-ce que les Olympiques, mettons, il n'y a pas de vaccin, toi, est-ce que tu penses qu'il y a certains athlètes, ou peut-être que ça te concerne, qui vont dire, ben non, moi, j'ai pas envie d'y aller, ou au contraire, on y va parce qu'on sait pas trop, tu sais, c'est difficile pour les athlètes présentement, ils savent pas trop sur quel pied danser. Ils n'ont pas nécessairement les installations pour s'entraîner, dépendant sont où dans le monde. Il y a encore beaucoup de choses qui sont confinées. Qu'est-ce qui s'en vient donc pour toi? Là, je sais que c'est plusieurs questions en une, là, mais écoute, je te laisse aller sur tes plans futurs là, pour la prochaine année.
Je n'ai pas encore les plans déterminés, là. On vient juste de finir, mais je sais grosso modo ce que j'ai envie. Certains Tours de France et Jeux olympiques, ça va être un morceau ensemble. Le Tour de Mhm. France a été devancé, je pense qu'il commencera le 26 juin. Il va être présenté dimanche en soirée en France, ici, le nouveau parcours. Donc ça va rester, je pense, l'événement clé de l'année, un peu comme cette année, mais derrière, il y aura directement les Jeux olympiques. Par rapport à la situation actuelle, dans le vélo, on est très chanceux. J'ai pu faire pratiquement une saison pratiquement complète depuis qu'on est reparti. Euh, j'ai voyagé partout à travers l'Europe depuis le mois de juillet. Euh, Mis à part un faux test positif de COVID, ça a bien été. Mais, mais en général, honnêtement, si tu respectes les mesures qui sont communiquées par chacun des gouvernements respectifs de distanciation sociale, se laver les mains, porter un masque en permanence, je pense que c'est quand même sécuritaire et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là. J'ai fait énormément de vols d'avion, de train, de tout ce Mhm. qui est possible, j'ai fait. Puis j'ai pas eu de contamination jusqu'à présent. Évidemment, je fais extrêmement attention, mais je pense pas que dans l'avion, ça soit si dangereux. Là. Il faut se protéger, évidemment, puis prendre les moyens nécessaires, mais je pense que tout le monde est en train de s'adapter justement à vivre avec le virus. Puis c'est la voie de faire de s'adapter, d'être prudent. Évidemment, il est là. Euh, Puis j'espère que les jeux vont pouvoir avoir lieu. Ma situation est différente parce que bon, j'ai un programme de course professionnel à côté. Donc, s'ils annulent les jeux, il me reste quand même quelque chose. Tu sais. C'est pas comme ceux qui font Ouais. 4 ans d'entraînement puis ils n'ont rien d'autre que les Jeux olympiques pour se faire valoir. C'est un peu différent. Là. Mais, tu sais, Ouais, même à ça, pour c'est ma peut-être part, une oui. occasion unique que tu as de porter le drapeau du Canada. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est encore le drapeau que tu vas porter, mais je veux dire, tu as quand même une occasion unique parce que ça passe une fois par 4 ans. Tu sais, c'est quand même le Saint Graal, si on veut, du sport amateur pour beaucoup de gens. Donc, Mhm. on te le souhaite aussi, là, d'avoir tout ça dans une même saison. Je pense que justement, on se reparlerait à la même date l'année prochaine, à la fin de ta saison de vélo, puis tu dirais, ouais, peut-être que celle-là, ça, c'était vraiment spécial comme année. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est clair que les Jeux, j'ai eu la chance de les faire déjà à Rio, j'étais aux Jeux olympiques, donc je sais c'est quoi, c'est spécial. Il y a pas, dans notre sport professionnel, on vit des choses, mais les Jeux olympiques, c'est différent, ça nous sort de notre milieu. J'avais beaucoup apprécié l'expérience, c'est tout le temps un honneur de pouvoir participer. Puis en plus que je pense qu'on a un coureur qui est très solide actuellement, Michael Woods, qui est en Vuelta, il Oui, a gagné l'étape hier, hier, Ouais, oui, oui, qui se veut justement, effectivement. oui. notre, Mhm. Wow. notre leader pour les Jeux. Donc, le Canada en vélo, on progresse de plus en plus. Il y a Mike comme leader. On a C'est encourageant. de la présence canadienne dans 2 équipes World Tour, ce qui n'est pas rien. Là. Pendant plusieurs années, on n'avait aucun pouvoir dans le World Tour. Aujourd'hui, on a 2 équipes qui ont des très, très fortes présences canadiennes au niveau des propriétaires, des investisseurs. Je pense à Israel Cycling Academy, qui est Sylvain Adams, qui est un gars qui a habité Mhm. à Montréal toute sa carrière pratiquement. Puis là, il est retourné en Israël et il veut redonner au sport. Donc, on a 5 Canadiens là-bas. Michael Woods s'en va là l'année prochaine. Donc, ça permet à développer d'autres jeunes Canadiens. Puis de mon côté, avec Astana Pro Team, on a Premier Tech, compagnie de Rivière-du-Loup, qui est très, très impliquée en tant que partenaire majeur. Donc, éventuellement, on va pouvoir avoir encore plus de Canadiens dans l'équipe. Puis ça facilite les jeunes pour tracer la voie pour les prochains coureurs comme moi qui veulent tenter l'expérience. Donc, je pense que Ben, c'est un peu ce que j'allais dire, Hugo. Tu sais, surtout les Jeux olympiques, c'est souvent une belle fenêtre, justement, pour devenir une motivation pour plusieurs jeunes qui souhaitent, par exemple, commencer le vélo. Tu sais, qu'on prenne, par exemple, un Alexandre Despatie ou un Jean-Luc Brassard à l'époque qui gagnait tout sur les pentes de ski acrobatiques, qui ont influencé un éventuel Alexandre Bilodeau à Ouais. gagner, à un Michael Kingsbury. Et là, c'est une roue qui tourne parce qu'on le sait, c'est difficile le sport amateur, mais des belles victoires comme ça, puis des belles fenêtres de visibilité comme tu peux avoir sur le Tour de France ou avec Astana à travers les différentes courses, ben, tu deviens toi-même un modèle sans nécessairement t'en rendre compte, mais tu deviens un modèle pour plusieurs jeunes qui aimeraient un jour aspirer aux grands honneurs parce que si, par exemple, tu vas te retrouver aux Jeux olympiques, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'on va diffuser la course dans laquelle tu es et à ce moment-là, les jeunes sont rivés devant leur téléviseur et rêvent un jour à devenir ou à performer autant qu'un Hugo Hull. Donc, sache que tu es aussi un modèle et tu Ben deviendras oui. sans doute un modèle pour plusieurs jeunes pour justement que le cyclisme
continue de se développer au Canada, ce qui est effectivement une très, très, très bonne chose. Donc, bravo à toi pour ça parce que c'est oui. de cette façon-là, je pense qu'on arrive à faire évoluer puis grandir un sport dans un pays, là. Félicitations. Si je peux Ouais, ajouter à ce que tu dis, Val, tu étais le talk of the town ici à Montréal. Tous les cyclistes ou non, je veux dire, les gens te suivaient avec passion. Puis, je veux dire, je pense que dans une année où est-ce qu'on a eu très peu de bonnes nouvelles, point, mais aussi au niveau sportif, c'était absolument inspirant. Puis, c'était excitant de te suivre au Tour de France à chaque jour. Puis, de voir ça. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de hype autour du Tour de France ici à Montréal que cette année. Les gens voulaient voir les nouvelles. Bon, qu'est-ce qu'Hugo a fait à Astana? Qu'est-ce qui se passait? Donc, chapeau continu, c'était absolument... Puis en fait, cette conversation-là m'a juste fasciné encore plus à propos. Puis je suis certain que c'est la même chose pour tous nos auditeurs. Ben, merci beaucoup. Puis, on va essayer de continuer à performer autant pour vivre des belles émotions. Je pense que c'est important dans ma situation présentement d'essayer de redonner au maximum, que ce soit au Québec. Le vélo est très peu connu, puis d'essayer de transmettre un peu ce que j'ai la chance de vivre, inspirer des jeunes, tant mieux. Je n'étais pas le plus simple à l'époque. À l'école primaire, vous pouvez en parler, au parent directeur de cet établissement. Mais bon, j'ai bien tourné grâce au sport. Écoute, on fait notre chemin et après on évolue. Mais si je peux inspirer des jeunes puis faire bouger les gens, c'est mission accomplie pour moi. Puis ça vient avec le métier aussi d'athlète professionnel. Je pense qu'on a un devoir de transmettre les bonnes valeurs parce qu'on est dans des positions privilégiées de faire ce qu'on fait. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Puis écoute, au plaisir de te parler l'année prochaine, après le Tour de France, après les Jeux olympiques. Puis on a bien hâte de t'entendre là-dessus parce que c'est toujours super intéressant et je pense que les amateurs de vélo au Québec qui vont écouter cette balado-là vont être impressionnés. Ou amateurs ou pas de vélo, honnêtement, ce que tu nous parlais tantôt, là, l'effort physique et tout ça, c'est complètement, moi, ça me fascine. C'est une raison aussi pour laquelle je suis dans le sport depuis des années parce que les performances athlétiques des athlètes me fascinent. Ben voilà, c'en est un bel exemple à quel point on peut accomplir des choses. Le corps peut repousser ses propres limites. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Hugo, puis je te souhaite une excellente journée. Au plaisir de te reparler. Bien, merci, ça fait un plaisir, puis ça me semble un bon plan pour l'année prochaine, espérant qu'on réalise tout ça. Merci de votre accueil. Salut! Salut! Ciao, ciao!